tous, nous voilà revenus pour une petite vidéo sur les applications du premier principe aux réactions chimiques. Donc je vous rappelle un peu où on en est, on a vu les grandeurs de réaction, on a vu les enthalpies standards de formation et de combustion pour calculer les delta RH. Aujourd'hui, on continue notre travail sur le calcul de delta RH, mais cette fois-ci de façon approchée. Donc on va voir des méthodes qui cette fois-ci ne donnent pas des résultats rigoureusement exacts. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Bien, nous voilà revenus dans les applications du premier principe aux réactions chimiques, la troisième partie de ce travail. Donc les prérequis pour attaquer ce travail, c'est ce qu'on a déjà fait sur le premier principe, avec en particulier l'enthalpie et les généralités sur les réactions chimiques. Je vous conseille aussi vivement de retourner voir la première partie qui définit les grandeurs de réaction, même si je vais en reparler très vite fait. Et vous pouvez aussi aller voir la partie précédente sur les calculs d'enthalpie de réaction. Donc le but de cette vidéo, en fait, c'est un peu le même que celui de la vidéo précédente sur les enthalpies de réaction, sauf qu'ici, ça va être un calcul approché. Alors pour ce faire, je vais parler de deux quantités, les enthalpies de liaison et les enthalpies de dissociation de liaison, qui sont des grandeurs, des quantités qui sont très utiles, mais qui sont approchées. Et je vous montrerai comment on les manipule, et je vous ferai quelques réflexions sur les signes et les ordres de grandeur que ces quantités vont nous indiquer. Alors, quelques rappels. Une grandeur de réaction, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, delta R Z, par définition, c'est dz sur dxi à t et p constants. Z ici, c'est une fonction d'état, donc typiquement l'enthalpie ou l'énergie interne. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de connaître les deux, l'un des deux suffit, puisqu'on a le lien entre les deux, delta RH, c'est delta RU, plus RT, somme sur I des NUI gaz, donc NUI étant le coefficient stoichiométrique de la réaction. Donc si vous connaissez l'un, vous pouvez calculer l'autre à une température donnée. Vous pouvez appliquer le premier principe, alors ici, si vous êtes en particulier à T et V constants, à ce moment-là, Q c'est delta U et ça va être xi delta RU. Je vous rappelle que T et V constant, W est nul. Si vous êtes à T et P constant, à ce moment-là, Q, ça va être delta H, ça va être xi delta RH. Donc, encore une fois, il faut savoir calculer des enthalpies de réaction. Et dans ce cas-là, W, c'est l'intégrale de moins PdV. Si P est constant, ça vous donne P fois delta V. Voilà. Une fois que vous avez posé tout ça, la question c'est comment on calcule delta RH. Alors je vous rappelle la vidéo précédente, ça c'était la partie précédente. Vous pouvez utiliser la loi de S qui vous dit que le delta RH associé, si c'est standard, delta RH0 à une réaction chimique donnée, c'est la somme des enthalpies standards de formation pondérées par les coefficients stoichiométriques algébriques. Mais ça ne marche qu'à condition, évidemment, de connaître ces quantités-là. Si ces quantités-là sont non connues, les enthalpies standards de formation, en fait, vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc on a d'autres outils, on a développé d'autres outils qui sont ce qu'on appelle des enthalpies de liaison ou des enthalpies de dissociation de liaison. Alors ces outils, de quoi s'agit-il? En fait, on va associer à une liaison chimique, par exemple carbone-carbone, on va lui associer une énergie typique. Alors comment on fait ça? Enfin une enthalpie typique, comment on fait ça? En fait, on va prendre une classe de molécules, par exemple des alcanes. Dans les alcanes, vous avez plein de liaisons carbone-carbone. Donc on va prendre toute une famille d'alcanes, on va estimer ce que ça vaut une enthalpie associée à une liaison comme ça, et après, si on vous donne une molécule quelconque dans laquelle vous avez une liaison carbone-carbone qui ressemble à une liaison d'alcanes, c'est-à-dire avec des CH2, des CH3, eh bien vous pourrez dire cette liaison-là, je vais lui associer la même enthalpie que si c'était juste un alcane. Alors évidemment, on voit que c'est approximatif, mais ça va donner de très bons ordres de grandeur la plupart du temps. Donc ici, les enthalpies de liaison, les enthalpies de dissociation de liaison, elles sont associées non pas à une molécule, mais à une liaison au sein d'une famille de molécules, et les réactions qu'on va considérer sont des réactions qui par contre sont complètement fictives. Donc je vais avoir d'un côté des molécules, et de l'autre, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai dissocié des liaisons? J'ai obtenu des atomes. Donc ça va être des réactions de type atomisation, ou dans un autre sens, je vais prendre des atomes et je vais les combiner comme si c'était des Lego moléculaires. D'accord? Alors ici, ce qui est très important,
vraiment, c'est que toutes ces réactions, elles sont définies avec le même état de référence, et c'est tout à l'état gazeux. Vous n'avez pas le droit ici d'avoir des solides ou des liquides, tout doit être impérativement à l'état gazeux. On va faire un petit exemple. Je vais considérer l'acétone, C3H6O. Alors l'acétone, c'est une cétone, c'est la plus simple des cétones, donc vous avez C3H6O, à quoi ça correspond, donc il faut impérativement que ce soit à l'état gazeux, donc vous allez l'écrire comme ceci à l'état gazeux, et vous allez le décomposer en carbone gazeux, plus de l'hydrogène gazeux, plus de l'oxygène gazeux. Alors le problème, c'est que quand je l'écris comme ça, je ne vois pas les liaisons que j'ai. Donc je vais détailler un petit peu ce que c'est que l'acétone. Alors l'acétone, c'est une cétone, donc j'ai une fonction C double liaison O, j'ai deux CH3 à côté, qui vont être comme ceci. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de compter les liaisons et de faire un bon schéma. Donc ça, je vais le considérer à l'état gazeux et je le décompose comme étant 3 carbone gazeux plus 6 hydrogènes gazeux plus 1 oxygène gazeux. Alors la réaction, je peux la considérer dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens, je dissocie des liaisons, je vais appeler ça enthalpie de dissociation. Dans l'autre sens, je crée des liaisons, je vais appeler ça enthalpie de liaison. Donc je vais tout simplement, après, il faut juste compter, c'est très simple. Dans le sens 1, donc dans le sens 1, j'ai fait de la dissociation, donc je vais le noter, alors, le delta RH0 au sens positif, je vais utiliser exclusivement des enthalpies de dissociation. Donc qu'est-ce que j'ai cassé? J'ai cassé une liaison CO double, donc j'ai un delta, on va le noter, dissociation H0 d'une liaison C double liaison O, comme ceci. J'ai cassé deux liaisons carbone-carbone, deux delta de dissociation CC, et j'ai cassé, donc si vous comptez, 6 liaisons carbone-hydrogène. 6 fois le delta de dissociation d'une liaison carbone-hydrogène. Dans le sens 2, en fait, c'est le sens réciproque. Ça va être la même chose avec simplement, au lieu d'avoir des enthalpies de dissociation, je vais avoir des enthalpies de liaison. Donc dans ce cas-là, delta RH0 dans le sens 2, on va utiliser des enthalpies, ce qu'on appelle les enthalpies de liaison, et donc là, on les note delta L, delta L H0. Donc pareil, c'est exactement les mêmes liaisons, sauf qu'au lieu de les dissocier, je les ai fabriquées. Donc j'ai une liaison carbone-oxygène double, j'ai deux liaisons, on va écrire proprement, deux liaisons simples carbone-carbone, et 6 liaisons simples carbone-hydrogène. Voilà. Alors, ici, une petite remarque. Dans un sens, j'ai cassé des liaisons. Dans l'autre sens, je les ai fabriquées. Évidemment, l'un est l'opposé de l'autre. Si j'ai cassé, ça revient à l'opposé de construire des liaisons, de créer des liaisons. Donc ici, delta RH02, c'est moins delta RH01. Donc vous allez avoir delta dissociation H0, quelle que soit la liaison, ça ce sera moins le delta L H0. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Quelques ordres de grandeur. Alors une liaison simple, alors évidemment ça va dépendre des molécules, une liaison et des fonctions chimiques. Une liaison simple, ça va être typiquement entre 200 et 400 kJ par mol. Bon, sauf si vous prenez une liaison oxygène-oxygène dans un peroxyde où la liaison est plus faible, donc la liaison elle se casse plus facilement, ça va former des fonctions de type RO point qui sont des oxydants puissants, qui sont en particulier à l'origine du vieillissement, du stress oxydant. Vous allez avoir des liaisons doubles qui vont être plutôt aux alentours des 500 à 600 kJ par mol. Alors là encore, on va trouver une variété de liaisons doubles selon le type de liaison. Et vous allez avoir les liaisons triples, qui sont les liaisons les plus stables en chimie organique en particulier. Donc là, vous allez avoir 850 à 950 kJ par mol. Vous avez même la liaison carbone-oxygène, qui est vraiment très très forte dans le monoxyde de carbone, qui va même dépasser les 1000 kJ par mol. Alors encore une fois ici, quand je parle de liaison simple, double ou triple, c'est évidemment dans un formalisme où j'ai des traits, où les électrons et les liaisons, je les schématise par des traits. Évidemment, les collègues de chimie quantique, ils ne symbolisent pas de la même façon, ils ne vont pas vous parler, ça ne va pas avoir le même sens. Ici, c'est dans une vision classique
de la liaison. Hein. Je ne parle pas du tout de chimie quantique ici. Alors je vais vous prendre un petit exemple, la combustion du méthane. Alors pour me simplifier la vie, comme je veux que tout soit à l'état gazeux, la combustion, je vous ai dit ici c'est à température ambiante, l'eau elle devrait être à l'état liquide. Là je vais la considérer à l'état gazeux, juste pour me simplifier la vie. C'est un petit peu comme un cycle de S, mais attention, c'est pas un cycle de S. Dans un cycle de S, l'état intermédiaire, c'est chaque élément pris dans son état standard de référence. Là je vais utiliser un état intermédiaire, mais là, l'état intermédiaire, c'est tous les atomes, et exclusivement des atomes. Donc le carbone ici, ce ne sera pas du carbone graphite, ce sera du carbone gazeux. L'hydrogène, ce ne sera pas H2 gazeux, ce sera H tout seul gazeux. Alors j'en ai 4. Et l'oxygène, ce ne sera pas O2 gazeux, mais ce sera O gazeux. Donc ici, je vais en avoir 4 également. Étape numéro 1, et étape numéro 2. Je vérifie que j'ai bien rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'ai un atome de carbone, j'ai 2 oxygènes pour CO2 et 2 pour l'eau. Pas de souci, j'en ai bien 4 et j'ai 4 atomes d'hydrogène. Ça marche. Et maintenant je dis, l'enthalpie est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi. H est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc ce que j'ai au-dessus du cycle ne dépend pas du chemin suivi. Ce que j'ai au-dessus du cycle, c'est la somme de tout ce que j'ai en dessous. Le delta de combustion du méthane, c'est la somme delta RH01 plus delta RH02. Alors, pour delta RH01, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé des liaisons dans la première étape. Donc ça va être, pour le méthane, j'ai cassé 4 fois la liaison CH. Donc 4 fois le delta de dissociation de la liaison CH. Là, je peux le faire parce que j'ai tout à l'état gazeux. Hein. Et pour le dioxygène, j'ai cassé 2 fois la liaison oxygène-oxygène, puisque j'en ai une par molécule et que j'ai 2 molécules. Donc plus 2 fois le delta de dissociation de la liaison oxygène-oxygène. Alors ça, hein, ici, c'est bien pour l'étape numéro 1. Pour l'étape numéro 2, là, je suis parti des atomes et j'ai fabriqué les molécules. Donc là, je ne vais pas utiliser des deltas de dissociation, je vais utiliser des enthalpies de liaison. Donc donc pour le CO2, j'ai 2 fois la liaison carbone-oxygène dans chaque molécule de CO2. Donc je vais avoir 2 fois le delta L H0 de la liaison carbone-oxygène. Ça, c'est pour CO2. Pour l'eau, dans chaque molécule d'eau, j'ai 2 liaisons OH, mais j'ai 2 molécules d'eau. Donc j'ai 2 fois 2 liaisons OH, ça fait 4 liaisons OH. J'en ai 2 par molécule d'eau et j'ai 2 molécules d'eau. Donc ça va me donner 4 fois l'enthalpie de liaison de la liaison OH. Alors là, c'est la liaison OH dans la molécule d'eau. Donc ça, c'est pour l'enthalpie, la partie 2 de mon cycle. Vous regardez dans les tables, vous récupérez les valeurs, vous faites l'application numérique. Je ne reviens pas là-dessus ici. Attention, ça, c'est pas un cycle de S. Un cycle de S, pour la combustion du méthane, je vous ai dit, l'état intermédiaire, ça aurait été du carbone graphite, 2H2 gazeux et 2O2 gazeux. D'accord? J'aurais pris chaque élément et je l'aurais pris dans son état standard de référence. Ça, c'est un cycle de S. Pour des enthalpies de liaison, j'atomise vraiment mes molécules. Il faut que l'état intermédiaire, ce soit des atomes à l'état gazeux. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, c'est pas la même chose. Une petite remarque à propos des signes. Quand je veux dissocier une molécule, ça veut dire que je veux casser des liaisons. Casser des liaisons, ça coûte de l'énergie, forcément. Donc ici, il va falloir fournir de l'énergie. Donc un delta de dissociation, ça va être positif. Et on l'a déjà vu, l'enthalpie de liaison, c'est la transformation réciproque. Donc c'est moins l'enthalpie de dissociation. Donc ça, ce sera par contre négatif.
Ah, on a fini cette partie sur le cours, donc maintenant vous savez calculer les delta RH, soit selon des méthodes exactes, soit selon des méthodes approchées. Dans ce qui suit, on va commencer à regarder un peu plus l'effet des paramètres physiques. Donc qu'est-ce qui se passe quand on change la température, qu'est-ce qui se passe quand il y a des changements de phase, qu'est-ce qui se passe s'il y a une réaction adiabatique. Donc c'est divers types d'applications, mais en termes de cours, on a à peu près terminé. Allez, à très bientôt!